Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Ado FM avec Robin Thicke, Bloodline, il est pratiquement 21h. OVNI, Phénomènes paranormaux, société secrète, mystère des pyramides, complot d'État, Big Brother, témoignages, révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps. Salut à tous, bienvenue sur Ado. Depuis toujours, ou seulement peut-être depuis quelques temps, vous vous posez des questions sur les grands mystères de la vie et de la mort. Alors, vous avez frappé la bonne porte. Tout comme vous, je cherche, je fouine, je questionne afin d'en savoir plus. Rien n'est plus ingrat que l'incompréhensible. C'est bien pour cela que je vous offre tous les soirs, entre 21h et minuit sur Ado, le seul et unique talk show consacré au plus grand mystère de notre planète. Et j'ai besoin, bien sûr, de vos réactions, de vos commentaires via les réseaux sociaux, Elliot. Et oui, on attend vos questions sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité, sur Ado et le Twitter, #BobVérité. Comme chaque soir, vous allez entendre ici les experts des révélations. En clair, il va se dire ce qui n'a jamais été dit ailleurs. C'est bien pour cela que je vous mets en garde. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Et croyez-moi, vous allez apprendre à connaître mon nom. Eh oui, je m'appelle Bob et jusqu'à minuit, je vais vous dire toute la vérité. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Les habitués de la maison le savent bien, cette émission n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. La preuve, avec ce qui s'est dit ici même hier soir sur Ado. Si vous ne connaissez pas Bob vous dit toute la vérité, c'est ça. Dans ces années 47-50, ils ont eu des preuves irréfutables comme quoi il s'agissait d'intrusions extraterrestres, carrément. Moi, je le pense d'ailleurs. Et cet objet était en pierre, il n'est pas flexible mais articulé. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre cette pierre et on pouvait la plier. J'ai amené ça à mon prof de physique, ça venait déjà d'Égypte, je veux dire. Et je n'ai jamais entendu parler à un géologue dire que c'était quelque chose de connu. Est-ce que vous avez eu des pressions de la part des pouvoirs publics, de l'armée, des choses comme ça? Est-ce qu'on vous a approché en disant « faudrait fermer votre gueule » ? Oui, bien sûr. Et même des menaces physiques par téléphone. En fait, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois? Alors là, comme on dit, je vois une... je vois en face de moi, je veux dire à côté de moi, je vois la Vierge, mais agenouillée en train de me regarder. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. À 23h ce soir, Jocelyn Morisson pour le 6e sens. À 22h, libre antenne. Vous avez vécu une manifestation. Vous avez vu un ovni, vous avez été contacté, vous avez été abducté, enlevé par ces extraterrestres. Eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Venez témoigner ici. L'antenne vous appartiendra. 36 28 vous dites Ado, ou alors vous m'écrivez un petit mail et vous me laissez vos coordonnées sur bob@adofm.fr. Et pour commencer, ce nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité. Eh bien, gros plan sur les phénomènes paranormaux que nous abordons souvent avec Yves Lignan. Bonsoir Yves. Bonsoir Bob, heureux d'être là. Bon, ravi de vous accueillir en tout cas. C'est difficile pour vous parce qu'il y a un match de rugby ce soir, je crois, non? Oui, il y a des problèmes privés, mais surtout il y a un match de rugby et le stade contre Toulon. Bon, mais je suis content d'être chez vous, je ne reviens pas en arrière. Bon, je ne raccroche pas le téléphone pour allumer la télé. Bon, comptez sur moi. Bon, ben, tant mieux, on vous garde avec nous pendant 1 heure. Donc on rappelle que vous êtes mathématicien à la retraite, que ces phénomènes paranormaux vous intéressent depuis bon nombre d'années, que vous avez mis beaucoup de rationalité dans vos méthodes de travail et vos enquêtes, et puis finalement vous êtes aperçu qu'on ne pouvait pas tout mettre sur le dos du paranormal, bien qu'il y ait quand même des choses qui vous aient interpellé tout au long de votre carrière. Oui, il y a eu suffisamment de résidus pour que je puisse dire, avec tout mon poids modeste de scientifique, je ne suis qu'un universitaire de province, mais que je puisse dire, le paranormal existe, c'est vraiment une réalité. Eh bien justement, c'est cette réalité que nous allons aborder ce soir. On va aborder les entre guillemets les fantômes, les entités, les poltergeists. Déjà, qu'est-ce qu'un fantôme pour vous? Écoutez, un fantôme, c'est une apparition. Hein. Alors ça, on a l'air là de beauté en touche, tiens, puisqu'on parle de rugby. Mais enfin, donc un fantôme, c'est une forme vaporeuse qui rôde la nuit en solitaire, dans les châteaux de préférence, nous dit-on, ou en tout cas qui apparaît dans un endroit où s'est passé quelque chose de tragique, un assassinat. Il y a tout un historique sur les fantômes, il y a tout un dossier. Il paraît que les fantômes ne mangent pas, ne boivent pas et ne dorment pas. Que si vous leur tirez dessus,
ça ne leur fait rien. Je précise, si vous leur tirez dessus avec autre chose qu'un pistolet d'art. Oui, bien sûr. Bon, mais il paraît aussi, et ça, je crois que beaucoup de gens ne le savent pas, que c'est le fantôme qui a la trouille. Ah bon? C'est-à-dire que quand il apparaît, normalement, il espère être seul à circuler dans les couloirs, et s'il y a quelqu'un qui passe par là, le veilleur de nuit, eh bien, c'est le fantôme qui a peur. Ouais. Alors, on est deux à avoir peur, le fantôme et le témoin. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais enfin, l'idée vraiment du fantôme, c'est qu'il se manifeste soit sur les lieux de sa mort tragique, soit à l'endroit où lui-même a commis, je ne sais pas, quelques péchés. Il vous a écouté. Ouais. Oh, c'est pas un péché. Mais il vient demander pardon. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Donc, on en a beaucoup dans des fantômes. Alors, ce qui est assez marrant enfin, quand je dis beaucoup, on a beaucoup de témoignages et de récits concernant les fantômes. On va les aborder dans quelques instants, mais on a toujours la sensation qu'il y a des fantômes qui ne sont là que pour un certain temps, et puis d'autres fantômes qui peuvent rester, mais des éternités coincés quelque part. Ça pose un problème scientifique parce que il y a certains témoignages qui sont, on va dire, très brefs dans le temps, mais qui sont très crédibles, très forts. La personne nous raconte qu'elle a vu une apparition, et puis vous la cuisinez, et vous vous dites, mais ce que me raconte ce monsieur ou cette dame tient la route. Ouais. Mais elle est la seule à me le raconter, cette personne. Ouais, bien sûr. Et puis à côté de ça, il y a des fantômes qui courent les siècles. Ouais. Écoutez, je ne sais pas si vous lisez, Bob, ces journaux qu'on distribue le matin à la sortie du métro. Oui, bien sûr, ça m'arrive. À Toulouse, Ouais. ça vous arrive? Oui. En tout cas, ce matin, dans l'un d'entre eux, il y avait un gros papier sur le Premier ministre du Japon, qui refuse d'intégrer son logement de fonction, et parce qu'il paraît que ce logement de fonction serait hanté. Donc vous voyez que c'est universel, cette histoire-là. Hein. Oui, ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens, même si ça fait sourire, et des gens qui sont plutôt érudits, qui ont réfléchi, même si on rigole, quand il est temps de s'y frotter, ils réfléchissent à deux fois quand même. C'est le cas de cet homme politique. Oui, c'est le célèbre mot, je crois, de Madame Dudéfant, qui était une amie de Voltaire. Quand on lui demandait « Est-ce que vous croyez aux fantômes ?» Madame, elle répondait « Non, mais j'en ai peur. » On est tous pareils, en fait. Vous voyez. Donc, effectivement, ces histoires sont tellement anciennes. Bon, moi, j'ai vu raconter souvent une histoire de fantômes dans l'Antiquité, à Rome. Elles sont tellement anciennes, elles sont tellement universelles qu'elles finissent par nous imprégner, et que le simple fait qu'elles nous imprègnent montre qu'au fond, il doit y avoir quelque chose de vrai. Alors, on parle fantôme ce soir avec mon invité jusqu'à 22h, Yves Lignon. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Alors Yves, on va commencer notre périple au milieu de toutes ces histoires que vous avez répertoriées et décidé de compter ce soir par celle du fantôme de la banque Coutts. Oui, alors ça, c'est un fantôme de classe. Hein. Je ne sais pas si les amis qui nous écoutent connaissent la banque Coutts. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas non plus avant d'ouvrir ce dossier. Vous non plus. Non plus. Vous êtes comme moi, vous avez votre compte à la banque postale. Hein. Voilà. Bon, mais en tout cas, la banque Coutts, pour la résumer en un mot, c'est la banque de la reine. C'est là qu'elle a son compte. Eh bien, la banque Coutts était hantée. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un fantôme qui vadrouillait, qui croisait les employés, qui croisait le personnel, et qui se présentait. Et qui disait, voilà, je suis le duc de Norfolk. Alors le duc de Norfolk, on n'en avait plus vu depuis des siècles, mais encore une fois, les réceptionnistes disaient, écoutez, on l'a vu passer dans son costume ancien, là. Il a emprunté l'escalier mécanique, ce qui prouve que, quand même, pour être fantôme, il n'hésitait pas à utiliser les dispositifs modernes. Il n'est pas con, hein. Oui, et puis alors, ça faisait un certain rapin, parce que le fantôme, là, il passait dans la journée, sur le coup de 3h de l'après-midi, une heure qu'avant qu'on ferme. Et il a eu au réceptionniste de saluer, bonjour, je suis le fantôme du duc de Norfolk. Alors, la direction, évidemment, a mené une enquête, et on s'est aperçu qu'il y avait bien un certain duc de Norfolk qui avait été décapité en 1572, il y a presque 500 ans, à l'endroit où, aujourd'hui, s'élève la banque.
Alors je ne sais pas, moi j'ai du mal à imaginer les décisions que j'aurais pu prendre si j'avais été directeur de banque. J'écoute. Mais enfin, les dirigeants, eux, ont dit il faut faire appel à un chasseur de fantômes. Ah oui. Ah oui, alors ça parce que vous comprenez, ça fait tâche quand même. Dans un établissement select comme ça, un bonhomme qui arrive en costume du XVIe siècle, c'est-à-dire en barboteuse, avec l'épée au côté, qui traverse le hall, et qui dit au gars qui est à la réception, bonjour, je suis le fantôme du duc de Norfolk, qui prend l'escalier mécanique, et puis qui disparaît. Ça fait tâche, surtout si on attend un gars qui doit venir du côté de l'Arabie faire un placement, quoi. Bien sûr, Mais alors dites-moi, est-ce que les gens le voyaient, mais en chair et en os? Mais oui, enfin, c'est difficile de dire en chair et en os pour un fantôme. Mais en tout cas, ils voyaient sa silhouette. Mais enfin, ils voyaient plus que sa silhouette, parce que finalement, mon cher Bob, il y a deux sortes de fantômes. Il y a les fantômes, je veux dire, de dessins animés. Vous savez, avec le suaire, c'est ça, les chaînes, etc. Ce fantôme-là, on ne sait pas qui c'est. Et puis, il y a le fantôme qu'on reconnaît, qu'on identifie. On dit, tiens, ce bonhomme-là, mais il porte un costume, c'est le costume, ça date du XVIe siècle, ça date du XVIIe siècle. Il porte les vêtements, il est coiffé comme de son vivant. Or, c'était le cas du duc de Norfolk, qui tous les jours, je vous dis, là j'ai le dossier sous les yeux, 1 heure avant la fermeture, apparaissait dans le hall, saluait, parce que le duc de Norfolk s'est bien éduqué, saluait les réceptionnistes, prenait l'escalier mécanique et disparaissait. Alors, c'est une belle histoire, on va continuer à la raconter dans un instant, on va marquer une première pause. Yves, si vous le voulez bien, parce que vous le savez, il y a quelque chose qui n'est pas fantomatique, mais qui nous permet de manger. En tout cas, voilà, on se retrouve dans quelques instants pour parler de ce fantôme de la banque Coutts avec Yves Lignon, mon invité. Et puis tiens, je vous invite également, c'est nouveau, on l'a lancé aujourd'hui, à aller vous balader sur le site de l'émission, bob-toutelavérité.fr. C'est inauguré en grande pompe ce soir, vous voyez, on est en famille. Donc bob-toutelavérité.fr, vous avez toutes les informations concernant l'émission, bien sûr. Vous pouvez écouter les podcasts, avoir accès à tous les dossiers des invités, donc n'hésitez surtout pas, on se retrouve dans un instant. Sachez-le, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Bob et jusqu'à minuit, je vais vous dire toute la vérité. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Ado que vous écoutez à Paris sur 97.8 et à Toulouse sur 93.1, et on va justement du côté de Toulouse retrouver Yves Lignon pour cette spéciale phénomènes paranormaux. Yves, nous étions en train d'évoquer le fantôme de la banque Coutts, le duc de Norfolk qui se baladait dans la banque aux alentours de 15h, ici ou là, et allait se présenter comme il se doit à tout un chacun, tout en prenant également l'escalator. Voilà. Alors, la direction de la banque, on a eu un peu marre au bout de 6 mois. Et donc, on a fait appel à un monsieur qui s'appelle Eddie Burke, je ne sais pas d'où il sortait, mais qui était chasseur de fantômes. Et le chasseur de fantômes, une après-midi, s'est planté au milieu du hall et a attendu le duc de Norfolk, enfin le fantôme du duc de Norfolk. Il lui a dit, écoutez mon vieux, il faudrait s'expliquer un peu, parce que ça fait pas correct, quoi, un fantôme qui vient tous les jours faire son tour dans la banque, dans la banque de la reine. Alors le duc de Norfolk n'était pas un méchant fantôme, il s'est expliqué. Il a dit, oui, mais si je reviens, c'est parce qu'on m'a décapité autrefois ici, avant que la banque soit construite, et c'est une erreur judiciaire. Donc là, le chasseur de fantômes a installe un dialogue avec le fantôme. C'est ce qui est amusant, à partir des documents qu'on a. Je me réserve une petite surprise, Bob, tout à l'heure, pour vous donner une référence. D'accord. C'est que, effectivement, le personnel, toujours les fameux réceptionnistes, ont assisté au dialogue. Ils ont vu le fantôme qui, au lieu de traverser le hall et de prendre l'escalator, s'est arrêté pour parler avec le chasseur de fantômes. Et ils ont entendu le dialogue. Le chasseur de fantômes a dit, écoutez, au duc de Norfolk, écoutez mon vieux, ça fait presque 500 ans maintenant, ça va, hein, quoi, vous pourriez un peu... nous lâcher, quoi. Oui, un peu nous lâcher. Voilà. Et il faut croire qu'il a été convaincant. Ah oui. Parce que le fantôme a disparu. Et alors tout ça a fini par une cérémonie religieuse. Et si je vous raconte l'histoire ce soir, c'est parce qu'elle a déjà été rapportée dans un magazine français qui est un des plus sérieux. On va dire son nom, c'est Le Point. Ah oui, carrément.
Ah oui, bon, le Point, c'est pas un endroit où on croit aux histoires de fantômes, a priori. Donc, à l'époque, tout ça s'est passé en 1993. Le Point a fait son enquête, a rencontré les réceptionnistes, a rencontré les chasseurs de fantômes, et on a dit, une fois de plus, ça tient la route. Incroyable. Alors oui, mais vous voyez, c'est un article dans toutes les archives d'un grand magazine. Et c'est ce genre d'article, ce genre de petites choses qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de dire rationnellement, oui, le paranormal, ça existe, ça doit être pris au sérieux. Bien sûr, c'est ça qui est fantastique. Alors, pour le coup, là, c'est car que moi, je sais que tous les soirs, quand je pars de la radio, il est tard, je prends souvent les escaliers et je suis dans le noir et je me dis, mais j'adorerais qu'il y ait une apparition, que on dit que le studio est squatté ici par quelques entités, j'adorerais voir un fantôme, etc. Voilà. Et en fait, je n'en vois pas, bien sûr. Donc, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a la sensation que, en fait, on est peut-être privilégié, bon, tout en étant flippé quand même, mais privilégié d'avoir ce genre d'apparition, Yves. Oui, bien sûr, ce sont des phénomènes rares. Eh oui. Mais je crois que je l'ai dit une fois dans un de mes bouquins, c'est pas parce que tout un tas de fous se prenaient pour Napoléon que Napoléon n'a pas existé. Mais c'est ça. Ouais. Hein, et surtout, mon pauvre Bob, ce n'est pas parce qu'on s'y attend, parce qu'on le souhaite, que parce qu'on l'espère, que l'apparition va se produire. Tous les témoignages qui ont été rassemblés, quand même, ça fait 150 ans, les scientifiques qui étudient tout ça, sont des témoignages spontanés, des gens qui vraiment ne pensaient pas qu'ils allaient voir un fantôme. Et bon, c'est l'histoire là du moine fantôme dans les ruines du monastère que j'ai aussi l'occasion d'étudier. Ce sont des gens qui achètent un monastère en ruine, enfin il y a juste le logement qui permet d'habiter, et quand ils ont acheté ça, ils ont dit on va s'en faire une maison de campagne. Ils s'attendaient pas à ce qu'un fantôme apparaisse, et le fantôme est apparu. Ah oui. Oui, autrement dit, écoutez Bob, si vous voulez voir des fantômes, il faut surtout pas espérer voir des fantômes. C'est triste, hein. Mais c'est ça. C'est que je vais aux toilettes la nuit, j'éteins la lumière. Hein. On sait jamais. Je me dis, on sait jamais, il y en a peut-être un qui va apparaître, c'est quand même incroyable. Oui, bien sûr. Bon, allez vous installer à la campagne, allez camper au bord d'un grand champ, en se disant peut-être qu'il y a un ovni qui va se poser. Mais oui, bien sûr. Et puis l'ovni se posera le lendemain quand vous serez reparti. Vous savez, Yves, je vous fais une confidence, mais parce qu'on va me prendre pour un fou, mais hier soir, dans ces fameux escaliers qui nous permettent de descendre des studios à l'entrée, en fait, j'ai vu 2 lunes. Et là, je me dis, il y a un problème. Et en fait, la lune reflétée dans se refléter dans une glace. Et je me dis, j'ai un problème, il y a 2 lunes. J'étais complètement perturbé. Donc, à la tête. Hein. Vous voyez, ça commence à... Dans toutes ces affaires, il faut toujours essayer de faire le tri. Bien sûr. Des explications rationnelles. Mais il faut aussi se dire que quelquefois, quand on a trié toutes les explications, et ben finalement, on n'a pas d'explication. Mais bien sûr. Moi, je me souviens dans une histoire de maison hantée où on entendait des coups, c'était le gong du diable. Nous avons étudié avec mon équipe 23 hypothèses différentes. Et au bout, à la 23e, on a dit on est un peu couillon, comme on dit à Toulouse, parce qu'aucune des 23 ne convient. Alors il faut bien admettre qu'il se passe quelque chose. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, mais c'est aussi ça, c'est que quand je raconte l'histoire des 2 lunes, c'est que on peut très vite se faire avoir. Là, c'était grossier, mais c'est vrai qu'on peut tout mettre effectivement sur le dos du paranormal. Il faut quand même, il faut avoir beaucoup de discernement quand même. Bien sûr, il faut dire avec insistance que le paranormal est rare et certain. Bien sûr. Et il ne se produit pas des phénomènes paranormaux tous les jours. C'est ça. Moi, pour préparer notre émission de ce soir, je feuilletais un peu mes dossiers et en 30 ans, j'ai eu une centaine de cas d'histoires de fantômes, de maisons hantées, de cas que j'ai pris un peu au sérieux, 5 minutes. Et sur cette centaine de cas, il y en a seulement 7 ou 8 où je me suis dit, mais tu es face à un problème qui déroute la science. C'est ça. Mais 7 ou 8, c'est très peu. Et c'est énorme en même temps. Oui, mais s'il y en a 7 ou 8, ça veut dire que ça existe à plus grande échelle ailleurs. Quoi, voilà. Ça veut dire qu'il y a bien un problème, qu'il se passe bien quelque chose. Exactement. Alors vous étiez, Yves, en train d'évoquer l'histoire brièvement de ce moine fantôme dans les ruines de monastère. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est une histoire qui est très très intéressante, parce que justement,
on pourrait un peu, comme vous le suggérez tout à l'heure, Bob, dire, dans le fond, ils étaient tous barjots. Oui. Mais tous barjots, il y a du concret. Donc c'est une histoire qui a été étudiée il y a plus de 50 ans par un professeur que j'ai bien connu, qui n'était pas de ma génération, mais qui m'a passé tous ces documents. Oui. Donc dans le centre de la France, en Auvergne, une dame qui a une vie ordinaire. Elle est veuve simplement, mais parce que son mari est mort relativement jeune de tuberculose. À l'époque, on en mourait encore. Mhm. Donc elle a 2 grands-fils, 20 et 30 ans, et puis on a de l'argent à investir. Il y a ce vieux monastère, mais dont une partie est habitable, et on l'achète. Et alors, aussi bien la maman que ses 2 fils, qui à l'époque avaient 20 et 30 ans. Donc c'était pas des gamins qui étaient shootés à Goldorak, hein. Ouais. Et surtout à l'époque. Donc ont vu à de multiples reprises, la nuit, une silhouette. Alors une silhouette, justement, là on retombe sur l'autre version du fantôme. Ouais. C'était une silhouette brumeuse, brouillardeuse. Un peu Casper, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Elles ne l'ont, la maman et ses 2 fils ne l'ont pas d'abord identifié. Ouais. C'est pas comme dans la banque Coutts où on a dit mais c'est un bonhomme qui a vécu autrefois, on le reconnaît à son costard. Ouais, bien sûr. Donc là c'était une silhouette brumeuse et la mère, Madame V, elle a fini par lui poser des questions. Et ce fantôme a parlé. Ah. Il a raconté que oui, j'étais un moine, j'ai vécu dans ce monastère autrefois. Et j'ai commis des actes terribles. Bon, vous savez, il y avait des enfants de cœur dans les monastères aussi. Oui, bien sûr. Vous m'avez compris. J'ai compris, oui. J'ai compris. Donc, puis j'ai été condamné, j'ai été exécuté. Et, très bien. Et un jour, ce moine a dit, là, si on tape dans ce mur, on va trouver une statue de la Sainte Vierge. Et les 2 fils... parce qu'ils étaient tous voyaient le fantôme. Hein. Ouais. On défonçait le mur, on trouvait la statue de la Sainte Vierge. Alors on pourrait penser qu'ils étaient tous barjots, bien sûr. ce monastère en ruine, mais enfin, défoncer le mur en disant on va défoncer ce mur, et pourquoi ce mur et pas celui-là? Parce que le fantôme nous a dit qu'il fallait défoncer le premier, c'est déjà assez fort. Et puis on y trouve la statue derrière, mais surtout, un jour, la mère a voulu toucher le fantôme. Ah, parce qu'en fait, il était proche d'elle quand il apparaissait. Oui, il passait, il venait dans sa chambre la nuit. Ah, carrément, ouais. D'ailleurs, il y a toute une chronologie. Les premières nuits, elle a été réveillée par une sensation, une présence. D'accord. La seconde nuit, même présence, alors elle a fait l'effort de ne pas simplement se retourner dans son lit. Et c'est là qu'elle a vu la silhouette brumeuse. Ouais. Puis elle en a parlé à ses fils. Puis ses fils lui ont dit, écoute maman, tu changes de chambre, nous on s'installe. Et les fils ont vu aussi le fantôme. D'accord. Mais il y a 2 éléments donc objectifs très forts. D'une part, au bout, parce que ça a duré, les apparitions ont duré 5 ans. Hein. Au bout de quelques temps, un jour, la maman a voulu toucher le fantôme. Ouais. Et elle a eu des brûlures aux mains et aux poignets. En mettant la main dans le spectre, en fait, elle s'est brûlée la main. Elle s'est brûlée la main, elle s'est brûlée le poignet. Ouais. Et j'ai vu les certificats médicaux, comme je vous entends en ce moment. Bon, D'accord. Bon, ouais, ça fait partie du dossier, ça existe, même si c'est ancien. Et puis, il y a des photos prises par le fils. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont réussi à le prendre en photographie. Il y a des photos. Or, ces photos ont été développés par le professeur qui a mené l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire que c'est un détail très intéressant. C'est pas le fils qui a pris une photo, qui l'a développée, on était au temps de l'argentique, en disant je vous la montre. Ce qui laisserait la porte ouverte à tous les trucages. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui était un professeur de chimie qui a dit donnez-moi les négatifs et c'est moi qui les fais développer. D'accord. Et sur les négatifs, on voit le fantôme tel qu'il est décrit par les témoins. D'accord. Et peut-être le plus curieux de cette histoire, d'ailleurs, c'est que ça a cessé d'un seul coup, à partir des brûlures. À partir du moment où la maman a voulu toucher le fantôme, du jour au lendemain, le moine a cessé d'apparaître.
Ça, c'est assez intriguant, Yves, parce que on a souvent des fantômes qui apparaissent comme ça. Il y en a qui squattent, bien sûr, des maisons. Et puis, comme d'ailleurs le fantôme du duc de Norfolk, tout à l'heure dans la banque Coutts, c'est-à-dire qu'il y en a qui disparaissent comme ça, on ne sait pas pourquoi, et hop, ils reviennent plus. Oui, mais la disparition du fantôme de la banque Coutts n'est pas la même, si j'ose dire, bien sûr, que la disparition du fantôme du monastère. Ouais. Parce que à la banque Coutts, enfin, ça paraît incroyable, on raconte ça tranquillement, mais il y a une négociation entre le chasseur de fantômes et le fantôme. Oui, c'est ça. Et oui, littéralement, et négociation devant tout le monde, hein. Si vous reprenez l'article du magazine dont je vous parlais tout à l'heure, il y a tous les détails. Le chasseur de fantômes s'est planté devant le duc de Norfolk. Et écoute, mon gars, ça suffit. On est dans une maison sérieuse. Alors que là, dans le cas du monastère, il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu un jour cette espèce de tentative d'une dame qui avait 57 ans à l'époque, qui était ni très jeune, ni très âgée, et qui voyait cette apparition toutes les nuits. Ça devenait obsessionnel. Bah, j'imagine bien, Elle lui parlait. Elle lui disait, mais qui êtes-vous? Le moine répétait, je suis un moine maudit, je suis un moine qui a commis des crimes, des crimes contre nature, il appelait les choses par leur nom, et je suis puni pour cela. Il y a eu les enfants, les fils, qui étaient des garçons de 30 ans, 20 ans, costauds, jeunes, qui disaient, écoute maman, tu changes de chambre, nous on s'y met, et qui le matin avaient les yeux qui descendaient sur les joues, en disant, mais on l'a vu nous aussi le fantôme. Mais ce qui est incroyable, est-ce qu'ils ont eu peur? Parce que c'est quand même traumatisant pour les gens de voir ça. Justement, c'est traumatisant, mais pas de la manière à laquelle on pense a priori. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, si vous croisiez un fantôme dans l'escalier, qu'est-ce que vous feriez? Vous remonteriez vers le studio. Ah oui, c'est sûr. Mathieu. Ce soir, je vais dormir là. Portez-moi le café demain matin, je rentre pas à la maison. C'est ça. Les témoignages, là, ceux dont vous parlez ce soir, aussi bien les employés de la banque chez Coutts que la maman et ses deux fils, n'avaient pas peur. Il y a une espèce de traumatisme nerveux qui agit à long terme, mais c'est pas la fuite, c'est pas la panique. On cohabite avec le fantôme. Ce soir, nous parlons fantôme avec Yves Lignon sur Ado. L'application Bob vous dit toute la vérité est également disponible sur Android. Oui, Android, iPhone, vous pouvez nous avoir dans la poche Actu, podcast, vidéo, exclu, programme, vous saurez tout sur l'émission. Yves Lignon, vous nous avez permis d'avoir Giovanni Consentino en ligne qui lui aussi voulait nous raconter une histoire. Il est professeur de physique de l'enseignement secondaire supérieur. Bonsoir Giovanni. Oui, bonsoir Bob, bonsoir à Yves Lignon et à toute l'équipe aussi, bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors vous aussi, finalement, vous avez une histoire à nous raconter et on va aborder ce cas du poltergeist d'Arc Watripon qui s'est déclenché le 5 janvier 1993. Exactement, vous avez la date exacte en plus, c'est bien. Et ben voilà, comme quoi. C'est assez exceptionnel. Voilà, je vous résume un peu l'affaire si vous voulez. Ben oui, bien sûr. Voilà, donc le soir du 5 janvier 1993, aux environs de 22h30, 23h, il y a une famille dans un petit village. Alors c'est proche de la frontière française, c'est disons à 50 km de Lille à peu près, vous voyez. D'accord, frontière belge, frontière française. Oui, voilà. Et donc c'est près de Tournai aussi, vous voyez. D'accord, oui. Une ville plus connue. Donc vers 22h30, 23h, une famille, on va l'appeler la famille D, appelle à la rescousse les gendarmes parce qu'il se passerait des choses vraiment bizarres et même effrayantes dans leur maison. Alors il y a une patrouille de service, bien sûr, c'est le soir, et ils entendent cet appel. Évidemment, les deux gendarmes qui entendent ça se disent bon, c'est une plaisanterie, mais on est obligé d'aller voir, donc ils vont voir. Et quand ils arrivent sur place, ils sont bien obligés de reconnaître qu'ils sont face à des phénomènes tout à fait étonnants. Donc tout d'abord, ils constatent qu'il y a beaucoup de casses, des meubles qui ont été renversés, plein de bibelots qui ont été cassés, un double vitrage qui avait explosé. Et ces gendarmes vont en plus assister eux-mêmes à toute une série de phénomènes. Alors dès qu'ils assistent à ces phénomènes qu'on peut appeler donc de télékinésie, ils se disent oh là là, si nous ne sommes que deux à témoigner, on ne va certainement pas nous prendre au sérieux. Donc le réflexe qu'ils ont eu, c'est d'appeler des renforts. Pas peut-être parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils se sont dit il faut absolument qu'on soit crédible. D'accord.
Et donc, on voit débarquer comme ça un peu plus tard, dans la soirée, environ une dizaine de gendarmes et aussi 3 policiers. Il faut savoir qu'en Belgique, à l'époque, il y avait 2 corps de police. Il y avait les gendarmes et les policiers. Comme nous en France à l'époque, quoi. Voilà. Aujourd'hui, donc, il y a eu une fusion des polices et il n'y a plus que la police. Et il faut savoir aussi que la police ne travaillait pas le soir, mais qu'on a dérangé exprès 3 policiers pour venir constater ces phénomènes. Donc, en plus des gendarmes, voilà. Et donc, toute cette équipe va passer la nuit, pratiquement, toute la nuit dans cette maison, jusqu'aux petites heures, jusqu'à 4h, 5h du matin. Et ils ne pourront faire que constater les faits, c'est-à-dire, ils vont constater des déplacements d'objets inexplicables, ils vont chercher des fils, des mécanismes, et ils n'en trouveront pas. Alors, dès le lendemain, cette affaire a fait, si vous voulez, la une de tous les journaux, la radio, la télévision, la presse écrite, on a parlé. Et 3 jours plus tard, donc le 8 janvier, alors le hasard a fait que moi j'enseignais à une quinzaine de kilomètres de Arc-Quatripont, vous voyez. Ouais. Le hasard a fait qu'une de mes élèves me dit, mais vous savez, mon père, il est commissaire de police. Alors, vous restez avec nous. On va être obligé de marquer une petite pause, Giovanni, parce que on nous l'impose. Et on se retrouvera dans quelques instants pour continuer à parler de cette histoire du fantôme et des déplacements d'objets, de ce phénomène de poltergeist d'Arc-Quatripont avec vous. Et puis Yves Lignon reste là également jusqu'à 22h, parce qu'on aura une autre histoire, celle d'une maison hantée, la plus hantée d'Angleterre. Vous restez donc là sur Ado tous les soirs, 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et bien sûr partout en France via les players qui sont à votre disposition sur les réseaux sociaux, le Facebook ou encore le site adofm.fr. Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Il y a quelqu'un ? Paranormal Activity. T'as entendu ? Alors vous allez aimer. Bob vous dit toute la vérité. Qui est là ? Sauf qu'avec lui, montre-toi ! C'est pas du cinéma. Bob est sur Ado, 21h minuit. Eh oui, parlez-en autour de vous. Il se dit ici chaque soir ce qui n'a jamais été dit ailleurs, en tout cas aussi librement, aussi simplement, je dirais, et avec autant de cool attitude. Et c'est pas Yves Lignon, mon invité, qui dira le contraire. N'est-ce pas, mon cher Yves ? N'est-ce pas, mon cher Bob ? Bon, alors on va continuer l'histoire de Giovanni Constantino qui est avec nous. Giovanni, donc nous étions en train de raconter, enfin vous surtout, le phénomène de poltergeist d'Arc-Quatripont qui s'est déclenché donc le 5 janvier 1993. Donc une famille appelle la police disant qu'il se passe des choses dans la maison. Les 2 policiers qui débarquent constatent et ne peuvent que constater que finalement c'est vrai qu'il se passe des choses incroyables et ils appellent des renforts, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors j'étais occupé à vous dire tout à l'heure que donc 3 jours plus tard, 3 jours après le déclenchement du phénomène, j'apprends qu'une de mes élèves est la fille d'un commissaire de police. D'accord. Et qu'il fait partie des nombreux témoins de ces phénomènes. Alors moi, comme je suis un passionné, un peu comme Yves Lignon, un passionné de ces phénomènes depuis très 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 longtemps, évidemment je saute sur l'occasion, je dis à cette jeune fille immédiatement, voilà, je souhaiterais rencontrer ton papa parce que je veux absolument savoir ce qu'il a vu. Et ce brave monsieur, donc ce commissaire de police, a gentiment accepté. Néanmoins, j'ai dû attendre près de 2 semaines. J'ai dû attendre le 21 janvier parce qu'il a dû demander l'autorisation de ses supérieurs, notamment du parquet de Tournai qui était très embêté par cette affaire. Et donc, c'est seulement à partir du 21 janvier que j'ai pu rencontrer donc le commissaire et 2 autres policiers, donc 3 policiers en tout, 3 témoins directs. Et à partir de cet entretien, enfin de ces 2 entretiens, parce qu'en fait, je suis allé le 21 et le 22 janvier. À partir de ces 2 entretiens, donc j'ai rédigé un petit rapport que j'ai envoyé d'ailleurs à l'époque à Yves Lignon. Et Ah, on vous a perdu peut-être. Oui, c'est un faux contact, parfois c'est mon téléphone. Ça va oui, ça va, on vous a récupéré. Non, mais il y a un faux contact. Voilà, donc je disais que j'ai rédigé un petit rapport à partir de ces 2 entretiens. Dans ce rapport, qui est assez succinct, parce que j'ai pas pu abuser de leur hospitalité. Vous savez, c'est pas évident d'être reçu par des policiers et leur demander de témoigner. Bon, d'habitude, c'est eux qui vous reçoivent. C'est pas très bien quand ils nous reçoivent en plus. Bon, vous voyez. Et à partir donc de ces 2 entretiens, j'ai quand même pu réaliser un petit rapport qui reprend 12 phénomènes, donc ce qui est déjà pas mal. Et alors ces 12 phénomènes, évidemment, ne représentent absolument pas la totalité des phénomènes.
Alors je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Ah bah bien sûr, oui. Alors il y a eu par exemple la lourde table de la cuisine qui s'est mise à glisser toute seule sur le sol. Il y a la fiche du téléphone qui a été arrachée avec une extrême violence, m'a dit le policier. Donc la fiche a entraîné dans son mouvement le téléphone qui est tombé par terre et qui s'est brisé. Et ça les policiers l'ont vu de leurs yeux, là. Ah bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment devant les yeux des policiers, absolument. Voilà. Alors il y a eu aussi quelques policiers qui venaient de fouiller donc une pièce, donc qui était vide. Ouais. Ils s'apprêtent à la quitter et au dernier moment, il y a un livre qui s'envole, voilà, et qui se dirige vers la tête d'un des policiers. Vous voyez. Il y a aussi un matelas sur lequel reposait un jeune homme qui s'est soulevé de 30 cm environ. Alors ce jeune homme, justement, si vous voulez, c'est l'épicentre des phénomènes. Yves Lignon pourra vous développer tout à l'heure cette question. On sait très bien que dans ce genre de phénomène, il y a souvent, pas toujours, mais souvent une personne qui est l'épicentre des phénomènes. En fait, un complice, mais voilà, sans que la personne veuille être complice, malgré elle, quoi, c'est ça. Un complice involontaire, un complice c'est ça, qui n'a absolument pas conscience d'être le déclencheur de ces phénomènes, voilà. Et donc, le matelas sur lequel reposait ce jeune homme, qui s'appelait donc Eric, ce matelas s'est soulevé à plusieurs reprises et resté en lévitation, vraiment devant les yeux ébahis des gendarmes qui étaient là. Et voilà. Mais dites-moi, là, il faut quand même... alors je pose la question aussi bien à vous, Giovanni, qu'à Yves. Il faut une force colossale pour l'énergie, parce que un fantôme, c'est que de l'énergie. Pour soulever un lit, pour mettre un lit en lévitation, pour arracher des câbles de téléphone, il faut quand même une sacrée force, quoi. Et alors, où est-ce qu'ils vont chercher cette force, ces fantômes-là? Ah ça, écoutez, vous poserez la question tout à l'heure à Yves Lignon, sinon moi je reste 1 heure au téléphone, ce que vous voulez. Disons que la lévitation ici, la lévitation du matelas a été partielle, m'a dit le policier. C'est-à-dire que c'est uniquement les jambes qui se sont soulevées, vous voyez. D'accord. Alors Yves est là, hein. Yves, comment ça se passe? Parce que c'est rare quand même d'avoir de telles manifestations, en tout cas aussi violentes. Ben oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Ces phénomènes sont excessivement rares. Et à mon avis, le cas que vous raconte mon ami Giovanni, à qui, entre petites parenthèses, je vous remercie de donner la parole, parce que on ne peut pas dire que pour parler de ce dossier, il ait été, il y a quelque temps, bien servi par la télévision publique, d'outre qui est vrai. D'accord. Donc je vous remercie, Bob, de lui permettre de s'exprimer simplement et complètement. Bien sûr, ce sont des forces dont on ne sait pas d'où elles viennent. Ce genre de phénomène, ça contredit un peu la physique que Giovanni enseigne. Bien sûr. Mais il faut constater que c'est vrai. C'est tout. Et avoir le courage de dire ça contredit nos connaissances scientifiques, et pourtant c'est vrai. D'accord. Alors, Giovanni, quand vous disiez qu'il y avait un garçon qui était le catalyseur finalement de ces phénomènes, comment vous vous en êtes aperçu de ça ? Alors, c'est pas moi qui m'en suis aperçu, c'est que c'est la presse qui tout de suite, dans les heures qui ont suivi, a désigné ce personnage, parce que lui-même se désignait d'ailleurs comme l'épicentre des phénomènes. Alors, si vous voulez, cette famille était absolument désemparée, il faut bien comprendre ça, c'est un élément essentiel quand même du dossier. Cette famille était complètement désemparée. Oui, je comprends. Le jeune homme était en fait le fiancé de la fille cadette de la famille d'accueil, dans laquelle il était arrivé donc fin décembre, et il était tellement perturbé par ces phénomènes qu'il se croyait possédé. Voilà. Alors ça, c'est un aspect un peu regrettable de l'affaire, si vous voulez, c'est que se croyant possédé, il y a des gens qui se sont amenés en proposant des séances d'exorcisme. Et donc ça a pris, si vous voulez, une allure un peu folklorique. Et si vous voulez, l'aspect sérieux, c'est-à-dire l'aspect objectif des phénomènes a été un petit peu occulté par ces séances d'exorcisme. Mais moi, je sais donc de la bouche des policiers que au niveau des faits objectifs, là, il y a vraiment eu quelque chose. Des déplacements d'objets, des brisures d'objets. Et des choses comme ça, vous voyez. Et dites-moi, vous qui êtes prof de physique, ça vous rend pas dingue ce genre de phénomène ? Non, pas du tout. Moi,
je suis tombé dedans étant petit, si vous voulez. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes paranormaux il y a 40 ans, quoi. Ah ouais. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai lu, c'est justement les pouvoirs secrets de l'homme de Robert Tocqué. Ouais. Voilà. Qui est justement Robert Tocqué, qui est le professeur Voilà, justement. qui était sur l'histoire du fantôme dans le monastère. D'accord. Voilà. Ok. Robert Tocqué, qui peut être considéré comme un des plus grands spécialistes français de la métapsychique et de la parapsychologie. Absolument. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, Giovanni, merci mille fois de nous avoir raconté cette histoire. Vous l'avez fait librement, sans aucun problème. Écoutez, à très bientôt, j'espère. Et merci surtout, bien sûr, de nous avoir donné la possibilité d'avoir Giovanni en ligne. Bob vous dit toute la vérité. Sur vos mobiles et tablettes, c'est possible. Avec l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Dans un quart d'heure, 20 minutes, vous pourrez librement, vous, nous raconter vos histoires, vos manifestations paranormales auxquelles vous avez été peut-être confrontés, vous avez vécu. 36 28, vous dites ado, ou alors vous me laissez vos coordonnées sur mon mail bob@adofm.fr. On continue avec Yves Lignon. Yves, on parcourt un peu les histoires qui vous ont marqué dans l'univers du paranormal et on va attaquer celle de la maison la plus hantée d'Angleterre. Oui, ça c'est ce que disait sans doute les prospectus de l'office de tourisme. Mais c'est une histoire absolument dingue qui a duré 40 ans. D'ailleurs, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir encore des cars qui amènent les gens sur place. C'est le presbytère hanté. Ça se passe à Borlée, dans le comté de l'Essex. C'est un des coins les plus sinistres de la Grande-Bretagne. Là, en dehors des escalopes à la menthe, vous n'avez rien à manger. et donc, il y avait un presbytère qui a été réputé hanté depuis 1900. Ah oui, quand même. Ouais. Enfin, les premiers témoignages commencent en 1900. Ça a fini en 1939. Ça fait une paye. Et c'était basé sur une ancienne légende, qui était celle de la bande sanglante. Donc, on racontait dans le pays que autrefois, un jour, un moine avait voulu partir, s'enfuir avec une nonne. Ils s'étaient sortis tous les deux de leur monastère, qu'une carriole les attendait. Les coquins, mais qu'ils avaient été lynchés par les paysans du coin. Ah oui, fatalement. Et depuis, on disait que la carriole courait la nuit sur la lande. Et pas dans les escaliers d'Ado-FM. et la carriole, vous imaginez, avec le cocher sans tête, parce qu'il avait été décapité, et le cocher qui avait été payé pour permettre au nonne et à la nonne et à son amant de s'enfuir, et les chercher toujours. Alors il y avait déjà une bonne ambiance. On a construit un presbytère sur place, et de 1900 à 1939, les pasteurs ont vu apparaître des fantômes, on entendait le bruit de la carriole, il y avait des gens qui disaient oui mais on l'a vu la nuit circuler, surtout par pompe de brume. En fait c'était assez effrayant. Et les pasteurs successifs ont témoigné. On dit ici il se passe des choses. Et un jour de 1929, donc ça, 30 ans après le début des témoignages, il y a un pasteur qui a écrit un journal, qui a dit moi ici dans ce presbytère je ne suis pas très à l'aise. Et le journal a envoyé Harry Price. Or, je ne sais pas si vous savez qui est Harry Price. Du tout. Mais non, mais d'accord, mais à l'époque, on l'appelait le Ghost Killer. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. L'homme qui était capable de tuer les fantômes. Toutes les histoires de fantômes de la Grande-Bretagne, de la terre entière et même d'ailleurs. D'accord. Sachant que la Grande-Bretagne est un pays quand même qui croit beaucoup aux fantômes. La Grande-Bretagne, c'est un pays de fantômes. Oui, c'est ça. Et donc, Harry Price a débarqué et il a affronté les fantômes pendant 10 ans. D'accord. Il a enregistré plus de 2000 apparitions. Puis alors, ça y allait. On entendait des voix qui criaient « Le pasteur est mort et vous êtes tous cinglés ». Ça fait mal, ça, non? Oui, bien sûr, c'est sûr. Bon, il y avait des briques qui volaient, les portes qui sortaient de leur gong. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des poltergeists. Ah oui, c'est vraiment le poltergeist. Alors, il y avait des sons et des lumières. Il y avait encore une fois des espèces de silhouettes lumineuses qui dansaient la nuit. Et Harry Price, le chasseur de fantômes, qui a affronté tout ça pendant 10 ans. D'accord.
Et donc, il venait régulièrement, alors il arrivait avec tout le matériel qu'on pouvait trouver à l'époque, des caméras, des éclairages infrarouges, et rien n'y faisait. Ça a duré 10 ans? Ça a duré 10 ans. Et ça a fini, très exactement, j'ai la date sous les yeux, le 27 mars 1939. D'accord. Alors, ce jour-là, Harry Price a dit, c'est les fantômes ou moi. D'accord. Et on ne sait pas tellement qui a gagné, mais toujours est-il que sur le coup de minuit, ce 27 mars, le presbytère a pris feu. Au milieu des flammes, on voyait des êtres qui dansaient la sarabande. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais comme je disais à Mathieu cet après-midi, quand on a préparé l'émission, à côté de ça, la guerre des étoiles, bon, c'est un truc pour téléfilm, quoi. Bon, et donc le presbytère a pris feu et fini. Plus rien. Ah ouais. Bon, effectivement, si on fout le feu au théâtre, il risque plus d'y avoir de spectacle. Bien sûr. Et après quoi, Harry Price est mort, de sa belle mort. D'accord. En 1947 ou 48, en 1947, je crois. Et puis, l'affaire s'est un peu calmée. Et 10 ans plus tard, il y a une équipe de chercheurs scientifiques de mon académie qui a repris le dossier. D'accord. Bien qu'il n'y ait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que les ruines. Oui, c'est ça. Il n'y avait plus que les ruines, il n'y avait plus d'apparition. Et cette équipe de chercheurs scientifiques a découvert, accrochez-vous bien, que tout était truqué et que c'était Harry Price qui truquait lui-même. Non. Si. Alors, au départ, il y avait bien entendu ces légendes qui couraient depuis des années et des années, disant la carriole, etc. Mais quand on étudiait les récits, les témoins sur les légendes, ça tenait pas la route. Par contre, depuis l'arrivée d'Harry Price en 1929, c'est-à-dire 10 ans avant l'incendie final, là, oui, il y avait des apparitions. Oui, il y avait des pierres qui volaient. Oui, on entendait des voix mystérieuses. En fait, il en avait fait son fonds de commerce, quoi. Voilà, il en avait fait son fonds de commerce. Tout était truqué. Et savez-vous pourquoi on l'a trouvé? Parce que ce cher Harry Price, il fallait bien qu'il ait du matériel, il fallait bien qu'il l'entrepose quelque part. Il l'entreposait dans les caves du presbytère. Or, quand il y a un incendie, le bâtiment brûle, mais les caves, non. Parce que c'est en dessous, c'est préservé. Donc les chercheurs qui sont venus 10 ans après la mort d'Harry Price, ils sont allés dans les caves, ils y ont trouvé des accumulateurs, ils y ont trouvé des fils électriques, ils y ont trouvé des projecteurs. Enfin bref, bon, on va le dire brutalement, Harry Price avait pété les plombs. Incroyable, quoi. Incroyable. Et donc, du jour, en 1929, où on lui a dit, écoutez, il y a une histoire bizarre, voulez-vous enquêter? Carrément, là, il a disjoncté. Il a dit, cette histoire bizarre, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je vais en faire une réalité. C'est absolument dingue. C'est complètement fou. Ah oui, c'est absolu. Mais ce qui est fou, c'est que pendant 10 ans, ça a tenu quand même le pays en haleine, quoi. Oui, ça a tenu le pays en haleine, il y avait des articles de presse, mais il faut bien voir qu'en même temps, Harry Price, il avait pris le pouvoir, quoi. Il disait, attention, c'est domaine réservé, c'est moi qui enquête. Alors, il organisait son business, il donnait son spectacle. Oui, c'est ça. C'était un illusionniste professionnel. À l'heure actuelle, il y a des illusionnistes professionnels qui font des spectacles semblables, qui nous montrent des fantômes, mais eux, au moins, ils le montrent au musical. Bien sûr. Oui, Harry Price, il le montrait dans la nature. C'était encore plus fort. Moi, j'ai un certain respect pour ce bonhomme. Moi, je trouve ça génial parce que finalement, il montre aussi que, là encore une fois, il faut être très vigilant entre ce que l'on voit et ce qui est la réalité. Oui, vous voyez, faites la différence justement entre cette histoire de Borlée que nous ne connaissons qu'à cause d'Harry Price. Et l'histoire que nous a raconté Giovanni tout à l'heure, où on a des témoignages de policiers. Bon, les policiers, soit dit en passant, c'est pas des gens qui aiment qu'on leur fasse des blagues. Et donc, quand ils ont investigué dans ce genre d'affaires, leur première piste, c'est chercher le petit couillon qui vous fait une blague. Bien sûr. Or, dans l'histoire d'Harry Tripon, on l'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce qui se passait quand même parce que j'imagine qu'il avait inventé tout un stratagème. Quels étaient les phénomènes paranormaux qu'il racontait et qu'il ramenait, lui?
Qui ça, Harry Price? Harry Price, ouais, j'imagine que des gens, parce que bon, c'est pas le tout de dire, il se passe ça dans une maison, j'imagine qu'il a fallu des témoins, j'imagine que les gens... Mais c'était, comme toujours d'ailleurs, les grandes arnaques sont toujours bâties sur des mécanismes simples. Ouais. Donc Harry Price annonçait, il n'était pas là tout le temps, il annonçait, j'arrive dans une semaine. Ouais. Et je vais affronter les fantômes. D'accord. Donc évidemment, ça suscitait un mouvement de curiosité. Ouais. Il y avait des gens qui disaient, tiens, il est là, on va aller tourner autour du presbytère pour voir s'il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il n'avait plus qu'à se servir de ces appareils. Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi bête que ça. Aussi bête et aussi énorme que ça. Fantastique cette histoire, hein. Je ne la connaissais absolument pas, elle est juste... Vous ne la connaissiez pas. Vous avez beaucoup à apprendre, jeune homme. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je vous invite très souvent, Yves. Donc, parce que vous, ça fait un paquet de temps que vous êtes sur le dossier quand même. Donc, mais oui. Vous regardiez Casper à la télévision, que je menais déjà mes premières enquêtes. Oui. Sûrement. Bien que Casper est arrivé bien après ma naissance, parce que mine de rien, je ne suis pas si jeune que ça, bon Yves. D'accord, mais on vous a montré les cassettes. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, en tout cas, on va clôturer cet entretien et cette jolie heure que nous avons passée ensemble. Yves, c'était un vrai plaisir encore une fois. Vous allez pouvoir peut-être regarder la deuxième mi-temps du match de rugby, rassurez-vous. Ça vous pouvez me faire confiance. Il y a combien, Elliot? Je vais passer à autre chose. Bon, dites-moi, c'est quoi les scores? 8-6 pour Toulon. Ah, pour Toulon? Eh oui. Ah là, ça va faire mal à Yves. Hein, donc voilà, bon. Je me drape dans ma dignité. Bon, en tout cas, Yves Lignon est avec nous ce soir. 1000 fois merci Yves. Et puis à très bientôt, j'espère, encore une fois sur l'antenne d'Ado. Ok? Merci Bob, et encore une fois, merci d'avoir donné la parole à Giovanni. Il sera toujours le bienvenu. Au revoir. OVNI. Phénomènes paranormaux. Société secrète. Mystère des pyramides. Complot d'État. Big Brother. Témoignages. Révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps. Et peut-être avez-vous du mal, vous aussi, à vous faire entendre, avez-vous du mal peut-être à raconter un phénomène inexpliqué auquel vous avez été confronté. Eh bien, j'ouvre une libre antenne jusqu'à 23h. Ce soir, vous allez pouvoir vous exprimer, me raconter les phénomènes OVNI auxquels vous avez été confronté peut-être. Les manifestations que vous avez vues dans le ciel, que vous avez pu répertorier, qui vous ont intrigué, quoi qu'il en soit, 36-28. Vous dites Ado, n'hésitez surtout pas. Mon nom est Bob et tous les soirs, je vous dis toute la vérité. Si vous ne connaissez pas Bob vous dit toute la vérité, c'est ça. Tout à coup, alors que le ciel est tout gris, il y a une sorte de grande lumière qui descend sur moi, qui m'enveloppe. Et je peux dire que je me sens joyeuse. Et puis, curieusement, à peine j'étais revenue de vacances, une voisine qui me dit « Ah tiens, t'es enceinte ?» Vous pensez que vous avez été fécondé par cette lumière ? Écoutez, moi j'ai pas d'autre explication, et quand on voit la suite, mais ici sont issus d'une lignée reptilienne, avec des mélanges bien sûr, hein. Ils sont pas purs reptiliens. Ce sont des êtres hybrides en fait finalement. C'est des hybrides, ils descendent effectivement de ce sang reptilien, oui. Okay. Et donc ils ont fait une manipulation sur moi, ils m'ont mis un implant. Ça, bon ? Oui. Parce qu'ils voudraient que je les aide à soigner des humains. Mais qui vous dit ça, les extraterrestres ? Oui, tout à fait. Je suis en lien très très fort, effectivement, avec Marie. Quand vous dites Marie, la Vierge Marie ? Oui. Elle me dit, j'en reviens pas. Je lui dis, mais quoi, vous n'en revenez pas de quoi ? Elle me dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été Anne, la mère de Marie. Donc la grand-mère de Jésus. Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En podcast sur adofm.fr. Et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.